Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pour répondre à des situations d'échec scolaire et pour ceux qui ont quitté le système trop tôt, les chantiers écoles proposés par la région peuvent être une solution. Ils permettent d'acquérir de l'expérience et ainsi retrouver un emploi. À Cergy, 12 jeunes ont tenté l'expérience dans le parc de la maison Gérard Philippe. Le reportage de Brice Martinelli. Sur les rives de l'Oise, râteaux, pelles et pioches sont de sortie. Ces jeunes sont en insertion professionnelle. Ils s'activent à la rénovation du jardin de l'ancienne maison de l'acteur Gérard Philippe. Donc on part d'un terrain où il n'y avait rien, qui était à nu. Et donc on fait tout ce qui est terrassement. Et après, une fois le terrassement, on aura de la menuiserie à faire pour réaliser les pergolas en bois. Et après, on aura de la plantation à faire. Menuiserie, ferronnerie, paysagisme, ici on touche à tout. Jonathan et David sont stagiaires sur ces chantiers écoles. La semaine prochaine. Après des études dans le bâtiment, ils ont décidé de changer de voie et d'acquérir de nouveaux savoir-faire. Je veux être gardien d'immeuble. Si on s'occupe par exemple d'une résidence, faire un petit peu d'espace vert, c'est bien aussi, quoi. J'ai déjà fait un CFA en alternance. Donc là, faut que je me replonge dans ce métier-là, d'être ouvrier paysagiste. Un CV étoffé et un salaire entre 300 et 600 euros par mois. Un coup de pouce de la région qui entend réhabiliter avec ce dispositif le patrimoine francilien. On va refaire naître finalement un parc qui a été jadis très apprécié. Ça fait partie des missions de la région. Donc cet objectif de valorisation d'un territoire, de promotion d'un territoire, c'est aussi ce qui fait notre fierté, c'est aussi ce qui fait notre raison d'être. Dès cet été, le parc de la maison Gérard Philippe sera ouvert au public. La fin des travaux est prévue d'ici 6 mois. À quelques jours du 8 mai, VOTV vous propose des témoignages uniques. Ils n'avaient pas 20 ans lors de leur arrestation à Paris au début de la guerre. Ils avaient osé manifester leur opposition au régime de Vichy. Odette Nilès et Fernand Deveau sont les témoins de la déportation. Tous deux furent notamment internés à Uncourt dans le Vexin avec d'autres militants politiques. Un ancien sanatorium transformé en camp d'internement. Le bâtiment est aujourd'hui laissé à l'abandon, mais reste un lieu de mémoire incontournable. Christophe Aubry et Fabien Madigou se sont rendus sur place. Quand Fernand Deveau revient sur les lieux de son passé, c'est toujours avec la même émotion. Les lits étaient comme ça, un lit, tout ça. Ici, tous les lits de ce côté-là étaient en ce sens. Mais il y avait un lit jusque-là et un autre lit. Il y avait juste un passage là. Fernand aura passé une année de sa vie ici. Déserté au début de la guerre, cet ancien sanatorium près de Magny-en-Vexin sera reconverti en camp d'internement pour les prisonniers politiques. Le vieil homme s'en souvient comme si c'était hier, son arrivée en septembre 1941. L'enfermement, l'entassement et le manque d'hygiène au milieu de 600 détenus dans un bâtiment au départ prévu pour 150 malades. On est, disons, dans l'inconnu total, parce qu'il n'y a absolument aucune perspective de libération, de sortir de cette chose-là, puisqu'il y a de plus en plus qui sont arrêtés, qui arrivent, tout ça. Donc il n'y a pas de perspective. Les choses vont commencer, disons, à partir de... c'est en mai 1941. On apprend que c'est constitué le Front National de Libération, avec communistes et gaullistes, en fait, ainsi de suite. Donc là, dans la Chambre des Jeunes, on va chanter. On va chanter la Marseillaise, parce que, c'est un élément d'espoir. Mais l'espoir va très vite laisser place au cauchemar. Le 6 juillet 1942, Fernand Deveau est transféré à Auschwitz en Pologne avec 20 camarades. Seulement 4 d'entre eux en sortiront vivants. Fernand y découvre alors le plus grand camp de concentration nazi. En 5 années, plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants vont mourir là-bas. On arrive là-bas, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont là. Et qu'on rencontre donc, avec le costume, le crâne rasé, et puis une bonne partie en état physique des loques. Des loques, tu vois, ils font des gens qui se traînent, donc on a et puis l'accueil avec le chef de groupe, parce qu'on est divisé en deux, 500 et quelques de chaque côté, on rentre chacun dans un bloc, et ce chef de bloc
qui nous dit d'ici on ne sera que par cheminer. Donc ça donne au moment on dit il nous raconte des histoires, enfin bon, c'est pour nous apeurer, enfin tout ça, bon. Et puis bon, on va se rendre compte rapidement, puisque à l'intérieur, il va faire sortir un camarade, disons, de la litière, il va le faire se crever, il va prendre un manche de pioche et il va nous dire je vais vous faire voir comment on tue un homme. Donc on est mis dans l'ambiance tout de suite. À Haincourt, les exécutions et les déportations vers les camps de concentration s'accentuent. Mais le camp ne ferme pas pour autant, il accueille aussi des femmes. Les premières arriveront en mai 42. Elles seront 48. Parmi elles, il y avait Odette Niles. La fiancée de Guy Moquet y restera pendant 4 mois. Elle n'avait que 16 ans. Il me reste le souvenir de ces petits enfants juifs qui sont partis, qu'on aimait bien. Et puis ne plus les revoir, de penser qu'après, parce qu'on savait qu'ils les emmenaient en Allemagne, mais on ne connaissait pas encore le sort qu'ils avaient subi dans les camps de concentration. Et après la guerre, quand on a appris tout ça, on a dit quand même, c'est horrible ce qui a pu se passer vis-à-vis de ces enfants, ces femmes même qui étaient avec nous, les vêtements qu'elles nous ont laissés en partant, vous voyez, en disant bah, écoutez, on s'en va, on ne sait pas où on va. Du camp d'internement, il ne reste aujourd'hui que des ruines. Les fenêtres et les portes n'existent plus, les plafonds sont arrachés et les sols sont jonchés de détritus. Quant aux murs qui tiennent encore debout, ils sont recouverts de tags, mais les souvenirs, eux, sont intacts. On ne peut pas pardonner, on ne peut pas excuser, parce que ça a été trop loin. Hein, ça a été trop loin dans les choses, il y a quand même des morts, il y a quand même tout un tas de choses qui est là. Et donc, s'ils avaient eu une autre attitude, les choses n'auraient pas pu se développer telles qu'elles sont développées. C'est un acte français. Les lois anti-juives, ce ne sont pas les nazis, c'est Pétain. Et en même temps que s'ouvre le camp, là, en octobre 1940. Donc il y a une responsabilité énorme, disons, de ceux qui ont collaboré. Ça, et je pense que, historiquement, on ne peut pas oublier. Si la rancœur est toujours vive, le devoir de mémoire a pris le dessus. À travers leurs associations respectives, Odette et Fernand sillonnent régulièrement les écoles pour raconter. Ils se disent les témoins d'une époque que personne ne doit oublier. Zoom maintenant sur Maxime Teixeira, c'est l'un des grands espoirs du tennis tricolore. Arrivé dans le Val d'Oise voilà 2 saisons, ce spécialiste de la terre battue vient de faire son entrée parmi les 200 meilleurs joueurs du monde. Il devra même disputer le tournoi de Roland-Garros dans quelques jours. Fabien Madigou l'a rencontré à Sannois. 2 mois que Maxime Teixeira n'avait pas remis les pieds dans son club de Sannois, trop occupé à écumer avec succès les cours de tennis de toute l'Europe. La dernière fois, c'était avant le Maroc pour préparer de jouer sur terre dehors. Donc j'étais venu là en avance, vu que les terrains sont prêts à l'avance pour jouer sur terre dehors. Une préparation qui a payé. À Marrakech, Maxime se hisse jusqu'en finale. La semaine suivante, il remporte son premier tournoi Challenger à Saint-Brieuc. Des performances de haute volée que le jeune homme de 22 ans enregistre sur la terre battue, la surface où son jeu s'exprime le mieux. Je fais beaucoup d'amortis, c'est sûr que beaucoup de points, amorti lob, dès que je peux faire courir, tout ce qui est petit jeu, j'adore ça. Et surtout contrer, quoi. Je peux courir beaucoup et faire un coup gagnant un peu de loin parce que voilà, le mec est fatigué ou un truc comme ça, quoi. Grâce à ses récentes performances, le champion de France 2e série pointe en 185e position au classement mondial, soit un bond colossal de près de 900 places en 1 an et demi. Une progression constante qui n'a pas encore trouvé de limite, car le garçon reste perfectible. C'est un matcheur, donc vraiment un combattant. Alors, il a vraiment ça en lui. Il a un très bon service, mais qui peut encore vraiment progresser. Donc il a un fort potentiel. Il y a plein de choses encore à progresser. Il a un excellent revers, mais pareil, donc on travaille pour qu'il soit encore plus efficace. Et c'est un joueur extrêmement complet. Et bien sûr, physiquement, il a une grosse caisse, donc c'est un joueur qui est capable de mettre la pression sur un match entier. Ses qualités, Maxime les développe depuis l'âge de 5 ans. Originaire de La Rochelle, ce fils de tennisman de bon niveau n'a jamais décroché depuis. Si bien que cet enfant de la balle est en passe de participer au légendaire tournoi de Roland-Garros. J'ai demandé une invitation pour Roland-Garros. Je ne sais pas si je l'aurai, mais au moins je participerai aux qualifications. Donc pour moi, c'est déjà super de me dire que je serai aux qualifications au moins de Roland-Garros. Puisque c'est quand même les grands chelems, c'est quand même pour ça qu'on joue, quoi. C'est comme les plus gros tournois, les plus intéressants. Donc
c'est sûr que bon, c'est super, je suis super content. Avant de découvrir pour la première fois le Grand Chelem de la Porte d'Auteuil, Maxime Teixeira foulera la terre battue du Challenger de Bordeaux. Avant la fin de la saison, le numéro 30 français espère se glisser parmi les 150 meilleurs mondiaux. Une nouvelle étape à franchir avant de peut-être rejoindre et dépasser le meilleur valdoisien du classement ATP, Adrien Manarino, 59e joueur mondial. Et on termine ce journal par une idée sortie. Pour fêter ses 2 ans d'existence, le bateau de croisière, le Signac, vient d'enrichir ses prestations. Désormais, il propose au départ de Pontoise 3 voyages thématiques pour porter son offre à 20 types de croisières destinées aux entreprises et aux particuliers. Le reportage de Johan Bensoussan. Mai 2009, notre caméra suivait David Schaeffer qui venait de retaper ce yacht des années 60 pour organiser des croisières fluviales. 2 ans plus tard, le Signac et ses 36 mètres de long ont quitté la Frette-sur-Seine pour amarrer sur les quais de Pontoise. Une nouvelle escale pour ce capitaine hyperactif. Depuis le lancement de son aventure, il a organisé plus de 90 événements d'entreprise. Un bilan plus que positif. Pour moi, c'est la preuve qu'il y a un réel potentiel pour faire connaître tout ce patrimoine fluvial sur la Basse-Seine et sur l'Oise. Comme on en parlait il y a 2 ans, c'est la preuve que c'est possible si on le fait avec de manière sérieuse, avec des prestations de qualité, tout en étant prudent sur les investissements puisque les prix de vente ne sont pas les mêmes que sur la capitale. Et avec le retour du beau temps, les croisières vont se multiplier dans les prochaines semaines. Cette année, 3 nouveautés viennent compléter le catalogue. La découverte de la vigne, des artistes ou encore du développement durable, toujours en relation avec le fleuve. Il n'y a que sur un bateau qu'on puisse découvrir la vue qu'ont pu avoir dans le passé ceux qui travaillaient tous les métiers de l'eau, comme on disait. C'est-à-dire qu'il y avait à Pontoise un port très actif de marchandises, aussi bien aussi à Auvers. Les peintres se sont inspirés aussi soit des bords de l'Oise ou, comme Charles d'Aubigny à Auvers, a créé lui-même un atelier sur son bateau. Donc la vue de la rivière est totalement différente. Donc c'est une découverte très intéressante. Un patrimoine commenté au fil de la vingtaine d'escales et à travers 5 départements. Un moyen original de découvrir l'Oise et le secteur de la Basse-Seine. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.